Salut les héroïnes! Alors, haut potentiel, surdoué, zèbre, haut potentiel émotionnel, haut potentiel intellectuel, sureffi, surmental. Peut-être que tu es encore mal à l'aise avec tous ces termes et surtout peut-être que tu es complètement perdu. Aujourd'hui, la terminologie est très complexe à comprendre, surtout quand on découvre le sujet et comme toi aussi, j'ai été perdu. Dans cette vidéo, je prends le challenge de t'expliquer les terminologies les plus employées selon ma compréhension. Et je dis bien ma compréhension selon ma carte du monde, sans faire le procès de qui que ce soit. Et je voudrais aussi que tu comprennes pourquoi la multiplication de ces terminologies est en fait vraiment quelque chose qui reflète le fonctionnement, l'essence même du haut potentiel. Et puis finalement, il paraît que l'intelligence, c'est savoir expliquer simplement ce qui est complexe, alors go! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Larive, je suis ton hypno-coach experte en profil atypique, haut potentiel, multipotentiel, hypersensible. Et j'accompagne des femmes ambitieuses et intuitives à vraiment révéler leur plein potentiel et surtout à naviguer à travers toutes les différentes phases de la douance et du haut potentiel sans être perdues. Si aujourd'hui tu te sens perdu, je te propose juste de remplir le questionnaire qui se situe en description sous les vidéos et je me ferai un plaisir de te donner un bilan personnalisé de 15 minutes. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. D'abord, pourquoi un tel foisonnement de terminologie alors que les recherches sur le sujet en sont vraiment au balbutiement? Certaines terminologies viennent de scientifiques, d'autres viennent d'écrivains psychanalystes, d'autres encore viennent de coachs qui sont soupçonnés de vouloir en faire un business plus grand. Certaines terminologies utilisent des superlatifs, d'autres sont des métaphores ou des images. Mais du coup, il y a vraiment de quoi être fou quand on découvre qu'on est haut potentiel, et j'utilise volontairement ce mot qui est un des plus usités. Vraiment, quand tu veux te nourrir sur le sujet, c'est pas du tout facile. On va donc voir maintenant quelques explications simples qui sont liées au fonctionnement du haut potentiel. Tout d'abord, Christelle Petit-Colin nous dit que c'est vraiment très difficile pour un terme de contenir la réalité de ce qu'est le haut potentiel. Un mot ne peut pas encapsuler toute la complexité de ce sujet et cela montre aussi le besoin de précision sémantique du haut potentiel. Deuxièmement, le sujet est encore plus ou moins bien documenté. Rien n'est gravé dans le marbre, il y a encore peu de consensus sur certains sujets, d'où des querelles de clochers et d'où une vision qui peut paraître pour certains encore réductrice si on utilise un seul mot. Troisièmement, le HP déteste se mettre en avant, car c'est complètement à l'opposé de ses valeurs. Il n'aime pas non plus qu'on lui colle une étiquette ou qu'on le mette dans une case. Or, la plupart des dénominations aujourd'hui sont complètement galvaudées ou péjoratives et considérées par le HP comme prétentieuses. Le HP se considère différent, mais il ne se sent pas plus que les autres. Et c'est encore plus vrai pour les femmes qui viennent de découvrir leur haut potentiel. Si tu te rappelles ma vidéo sur les 4 phases de l'épanouissement du haut potentiel, la femme surdouée souvent est dans une phase de déni pendant un certain temps de son intelligence car elle n'y croit pas. Moi, j'ai donné à lire à plusieurs de mes clientes La femme surdouée ou Trop intelligente pour être heureux pour nourrir en fait ces femmes sur ce sujet. Et pendant un bon moment, elles ont refusé de lire les livres juste à cause de leur titre parce qu'elles me disent qu'elles ne s'y reconnaissent pas, ce n'est pas elles. Et ne parlons pas de la difficulté non plus du duo parent-enfant. Le parent qui parle à l'enseignant de son enfant surdoué parfois a l'impression qu'il se vante et l'enfant qui ne connaît même pas encore très bien ses fonctionnements a l'impression, se sent parfois pas du tout brillant et pas du tout surdoué et encore moins donneur de leçons. Et si le débat concerne bien la dénomination du HP, il concerne aussi la dénomination des autres. Et oui, les autres, quel genre d'étiquette on va leur mettre? Certains disent des normopensants, d'autres des neurotypiques, d'autres des non-HP, d'autres des linéaires. Mais oui, mais comment les appeler? Comme si on pouvait tous les mettre dans un même sac. Au final, ce que j'entends de toutes mes clientes, c'est oui, ça je le reconnais, je pense différemment des autres, mais j'ai envie qu'on reconnaisse mon intelligence singulière, mais pas supérieure.
Pour rentrer plus dans le détail, je te propose qu'on commence par les deux termes qui sont les plus usités par les scientifiques, les mots surdoué et haut potentiel. Alors on va commencer par le haut potentiel. Moi finalement c'est le terme qui me parle le plus, et je répète à moi, et qui en fait est beaucoup plus familier pour moi parce que finalement utilisé en entreprise dans mon contexte pendant 15 ans pour dénommer les personnes qui étaient surperformantes. Donc finalement, même si la définition est complètement différente, ça a quand même un air familier et connu et du coup peut-être que d'un certain côté ça me rassure. J'aime beaucoup cette idée de potentiel qui sous-entend qu'on a des ressources à disposition, mais qu'elles ont besoin d'être vues, comprises, reconnues, voire développées pour arriver à faire ce qu'on veut dans la vie et surtout bien le vivre. Après, ce terme peut mettre aussi inconsciemment beaucoup de pression pour réaliser ce potentiel. Si j'ai tout ce potentiel, alors pourquoi je ne réussis pas? C'est une question qui revient souvent. Si je gâche ce potentiel, qui suis-je pour le mériter? Si je n'arrive pas à faire quelque chose de grand dans ma vie, pourquoi ai-je ce potentiel? En fait, tous ces questionnements sont souvent accompagnés de beaucoup de culpabilité. Après, on a le mot surdoué ou surdouement, surdouance, qui est en fait le mot que préfère Monique de Kermadec pour s'exprimer sur le sujet. En fait, le problème, c'est que pour certaines personnes, avec le superlatif sur, ça peut être un petit peu péjoratif, contrairement à l'anglais gifted qui veut juste dire doué. Ça fait un petit peu plus position haute, un petit peu plus supérieure. En revanche, doué laisse aussi à penser qu'on pourrait être doué depuis la naissance pour certains domaines. Alors que comme je disais dans ma vidéo HP inné ou acquis, en fait on a des prédispositions au niveau de notre câblage neuronal inné, mais sur lesquelles on doit travailler pour atteindre un certain talent, pour être doué dans quelque chose. Ensuite, dans la veine des superlatifs, on a aussi le mot surefficient mental. C'est le terme utilisé dans le livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop, en opposition aux normaux pensants. Et en fait, ce terme illustre plutôt bien le foisonnement intellectuel et mental qu'on peut retrouver chez le haut potentiel. Par contre, ça peut être un petit peu délicat pour les novices de comprendre qu'ici on parle d'une différence cognitive et encore une fois pas d'une supériorité. Et la supériorité de ce superlatif surefficient, là encore, peut déranger. Pour moi, je trouve que cette différence cognitive se retrouve bien dans les mots neuroatypiques ou neurodivergents. Par contre, ça rassemble un petit peu pêle-mêle les TSA, les troubles du spectre autistique, inclut le syndrome d'Asperger, mais aussi toute la constellation des 10, dyscalculie, dyspraxie, dysorthographie, etc. Et aussi les TDA-TDAH, donc ce qui signifie trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc ça ne regroupe pas uniquement que le haut potentiel. Maintenant, on passe au vocabulaire un petit peu plus lyrique, comme par exemple la métaphore du zèbre, qui est aussi déclinée pour les femmes avec le mot zébrette. Zèbre, c'est un mot que j'ai connu dans le livre Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Sio-Fachin, qui en fait enlève tout superlatif péjoratif et donc finalement permet de fuir des représentations un petit peu pesantes ou lourdes pour certaines. Le zèbre est en effet un animal qui vit en troupeau avec des rayures qui lui permettent de se camoufler pour mieux se fondre dans le paysage, mais il a aussi des rayures uniques qui permettent à tous les zèbres de se reconnaître entre eux. Mais comme dit Christelle Petit-Colin, alors pourquoi ne pas parler du caractère félin du haut potentiel du zèbre? Pourquoi ne pas parler de sa délicatesse d'analyse, de son acuité d'essence, de sa susceptibilité et pourquoi pas aussi de son caractère canin, puisqu'il a une grande loyauté et une grande fidélité. Et Béatrice Mignêtre aussi nous lit dans le livre des vrais surdoués que en fait ce côté animal peut aussi avoir un caractère un petit peu stigmatisant puisque déjà le HP se sent un petit peu extraterrestre, alors en plus il est exclu de la sphère humaine, c'est pas vraiment facile. Pour les enfants, on parle souvent d'enfants précoces ou de petits précoces, mais attention, ça voudrait dire qu'ils sont en avance et qu'ils perdent cet avantage temporel après à l'âge adulte.
Or, ce n'est pas forcément le cas. Oui, certains d'entre eux sont en avance au niveau du développement moteur, par exemple pour parler, apprendre à lire, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas de tous. Et tous aussi ne sautent pas forcément une classe. Et leur intelligence cognitive différente, leur câblage neuronal différent perdure aussi à l'âge adulte. Maintenant, on va parler des sous-catégories qui font débat en ce moment. La première distinction est introduite par Raymond Hazan, écrivain psychanalyste, qui sépare les HPI au potentiel intellectuel des HPE au potentiel émotionnel. Les hauts potentiels émotionnels seraient des personnes qui auraient une intelligence émotionnelle supérieure à la moyenne, mais pas forcément une intelligence cognitive supérieure à la moyenne. Mais du coup, beaucoup disent aussi que ce serait un moyen pour certaines personnes de fuir et de se dégager de ce côté intellectuel qu'on trouve parfois hautain à présenter aux autres. De mon point de vue, j'ai l'impression que cette distinction amène beaucoup de complexité pour ceux qui découvrent le haut potentiel et je trouve ça dommage. Par contre, comme dit Christian Charlier, qui est le cofondateur de My Gifted Network, un réseau de haut potentiel chez Airbus, l'intelligence émotionnelle, on est tous égaux devant. En fait, c'est une soft skills, comme disent les Anglais, qui se travaille. Donc, une personne dite HPI peut absolument développer son intelligence émotionnelle. Ce n'est pas du tout antinomique. Ça se travaille, ça se développe, ça s'accueille, ça permet de mieux maîtriser ses émotions et de mieux vivre en relation avec les autres. On ne part pas tous du même point de départ, mais on peut tous progresser. Progresser, c'est d'abord savoir accueillir ses émotions et surtout en entreprise. C'est aussi identifier les émotions des autres, mais surtout apprendre à les utiliser à bon escient pour vivre des relations saines et durables. Et puis avec la PNL, donc la programmation neurolinguistique que j'utilise vraiment très souvent avec mes clientes, on apprend à faire tout ça, à désapprendre certains schémas de pensée, certaines façons d'apprivoiser ses émotions pour en apprendre d'autres qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus saines. Pour moi, si je résume, il y a en fait des HP qui vont bien et qui donc ont un bon équilibre intellectuel et affectif. D'ailleurs, Nathalie Elstine les appelle les émotifs talentueux. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont beaucoup plus en souffrance et qui se sont même totalement déconnectées de leurs émotions. Mais c'est toujours possible de les ramener à une intelligence émotionnelle plus élevée. Alors aujourd'hui, pour mesurer le HP, on fait des tests de QI. Il n'y a pas de test de quotient émotionnel, par contre on peut les passer et ces tests nous indiquent aussi beaucoup de choses sur notre hypersensibilité. À rappeler que l'hypersensibilité concernerait aujourd'hui 31% de la population, alors que le haut potentiel ne concerne que 2,14% de la population. Et le très haut potentiel intellectuel, THPI ou THQI, ne concernerait que 0,13% de la population. Si on continue dans les sous-catégories, tu as peut-être vu récemment un nouveau débat à propos d'un livre sorti par 3 co-auteurs qui s'appelle Les philo cognitifs, qui parle aussi de ce potentiel élevé en 2 sous-segments. Le premier segment, ce sont les philo complexes. En fait, ce sont des personnes dotées d'une imagination débordante qui ont parfois une perception de la réalité un petit peu décalée, des réactions un petit peu inappropriées. Ils sont toujours en train en fait de créer leur propre réalité et ils sont toujours en train d'essayer de chercher vraiment une activité qui corresponde à leur personnalité. Le deuxième segment, ce sont les philo-laminaires. En fait, ce sont des personnes qui peuvent s'adapter à peu près n'importe quelle situation, des vrais petits caméléons, et qui ont aussi des facultés en fait d'ouverture d'esprit, qui comprennent bien les autres, et c'est pour ça aussi qu'on se confie beaucoup à eux. Mais finalement, on pourrait se poser légitimement la question de pourquoi juste 2 catégories, alors que par exemple l'autisme a maintenant son spectre autistique. On pourrait aussi explorer le spectre du haut potentiel et avoir plein de sous-catégories. Il y a autant de nuances de HP que d'individus HP. Et finalement, j'aimerais qu'on revienne sur le concept de multipotentiel. En fait, la plupart des hauts potentiels sont multipotentiels, mais pas forcément l'inverse.
En fait, ce terme a été introduit par Emily Wapnick dans un TEDx très célèbre. Ça consiste vraiment à être en léger surmenage, à avoir plusieurs activités pour nourrir ce cerveau qui a vraiment besoin d'être en permanence en recherche, en mode curiosité. Par exemple, moi, je me considère multipotentielle parce que je suis à la fois formatrice, je suis coach, je fais aussi d'hypnose, de la PNL, des vidéos de sensibilisation, des articles, des formations en ligne, etc., etc. Alors j'espère vraiment que dans cette vidéo, j'ai pu te faire comprendre que tous les termes cités, par les implicites qu'ils véhiculent, sont en fait tous insatisfaisants. Ils ne représentent en effet pas vraiment toute la réalité de la personne qui vit son haut potentiel. Est-ce qu'il y aura un jour un mot qui va pouvoir faire plaisir à tout le monde? Je ne le pense pas. Par contre, ce qui est génial, c'est que ça fait débat et ça continuera encore à faire débat et ça veut dire qu'on en parle et ça, c'est super important. Car le plus important, c'est vraiment que certaines personnes puissent se reconnaître dans les fonctionnements et les caractéristiques plutôt qu'une terminologie. Et oui, car au final, être surdoué HP ou tout autre mot, en fait, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'est-ce que tu en fais après. Comme disent les Anglais, so what? What do you do with it? La plupart de mes clientes ont caché qui elles étaient sous un masque pendant bien trop longtemps. Elles ont caché leurs différences. Aujourd'hui, ce qui importe pour elles, c'est de se reconnecter à elles-mêmes, de transformer ce qu'elles ont considéré comme des vulnérabilités en force, de mieux se connaître et surtout de connaître leurs besoins pour imposer leurs limites. Au final, moi, ce que je recherche avec mes clientes, c'est qu'elles se présentent comme elles sont, que tu te présentes comme tu es, toi qui me regardes, avec ta singularité uniquement, pas une terminologie et pas une énième étiquette. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis bye bye les amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre tous les commentaires qui vous passent par la tête. Si vous avez par exemple une autre opinion par rapport à une certaine terminologie, si vous avez des recherches qui confirment certains sujets, je suis tout à fait ouverte à vos commentaires et pour en discuter. Ciao ciao!